Alors, on va commencer cet après-midi par un sujet de taille. Va-t-on vers une nouvelle crise financière ? Alors, la planète finance un peu s'est fait peur au printemps dernier. La menace est venue des États-Unis et des banques et 4 banques régionales qui ont quand même fait faillite. Silvergate Bank le 8 mars, Silicon Valley Bank le 10 mars, Signature Bank le 12, la First Republic Bank le 1er mai. Et puis après en Europe, ça a été la déroute du Crédit Suisse et le rachat dans l'urgence par UBS. Et donc tout ça a donné beaucoup de sueur froide à la planète finance. Donc est-ce que ces événements sont les premiers d'une crise plus grave qui nous attend? Où sont les maillons faibles? Qui sont-ils? La réglementation et les garde-fous qui ont été mis en place en 2008 sont-ils à la hauteur? Le resserrement des politiques monétaires partout dans le monde depuis 18 mois ont-ils été trop violents? Et puis, est-ce qu'il y a des risques qui sont sous-estimés, et notamment le risque climatique? Donc, on va parler de tout ça dans l'heure et demie qui vient. Vous pouvez poser vos questions par SMS. Je crois qu'il y a le numéro qui s'affiche. Ça arrive sur la tablette. Et puis, je relayerai vos questions. Et puis, je remercie surtout nos intervenants qui sont là. Agnès Benassi-Kéré, donc vous êtes économiste depuis quelques mois, février 2023, c'est ça? Donc vous êtes seconde sous-gouverneur de la Banque de France et vous étiez précédemment chef économiste de la Direction générale du Trésor. Laurent Cielhomme, vous êtes également économiste, vous êtes professeur à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des questions bancaires et membre du conseil de l'ACPR. L'ACPR étant l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est l'organe de supervision. C'est l'organe de supervision français des banques et des assurances. Thierry Philippona, vous aussi vous êtes économiste, vous avez fondé Finance Watch à Bruxelles. C'est un mélange de think tank et d'ONG qui travaillent beaucoup sur les questions de réglementation financière et vous êtes entre autres membre du collège de l'autorité des marchés financiers. Non, je l'étais déjà. Alors, rien n'est à jour. Alors, dans ce il faut aller sur le site de Finance Watch. Et alors, en vidéo, il devait être là, parmi nous, pour des questions personnelles. Il n'a pas pu venir, mais il regrette vraiment. C'est un peu notre maître Yoda de l'après-midi, puisque c'est Jacques Delarosière. Alors, Jacques Delarosière, là, ça, c'est sûr. Il était président de la Berne, gouverneur de la Banque de France, directeur général du FMI et directeur du Trésor. Et on l'entendra en vidéo. Donc, première question à vous, Laurent Cielhomme. Moi, je voudrais qu'on revienne, quand on pense à crise financière, on pense à 2008. Et est-ce que les tempêtes que l'on a eues au printemps, j'ai dit les banques régionales américaines, ce qui s'est passé en Suisse, ce sont les prémices d'une crise, peut-être qui va nous arriver dans les prochains mois ou prochaines années? Alors, merci. D'abord, désolée, j'ai fait un petit sprint. Couru. J'ai couru, je me suis trompée de salle, donc voilà, ce qui explique un peu mon état. Donc en fait, pour commencer, je pense qu'il faut faire un petit flashback sur comment s'est passée la crise financière en 2007-2008. Les premières victimes de la crise en 2007, donc elle commence en août 2007, ça a été une victime allemande, la banque IKB, une victime britannique, Northern Rock. Donc tout ça a duré été-automne, ça s'est calmé. Et puis, en mars 2008, il a fallu une semaine pour que Bear Stearns soit rachetée in extremis par JP Morgan parce qu'elle était à court de liquidité. Ça se calme de nouveau. Et puis, c'est le chaos complet au moment de la faillite de Lehman, AIG, Fannie Freddie, etc. Donc ça veut dire qu'on a vécu il y a 15 ans une crise qui est venue par vagues successives. Et évidemment, à l'époque, les déclarations des autorités publiques, des superviseurs, et c'est leur rôle de rassurer, je veux dire, ils ne doivent pas allumer les étincelles, se voulait très rassurante entre chacune de ces vagues. Et ça, c'est conforme à un narratif très bien rodé. Cette fois, c'est différent. Pour reprendre le titre de Reinhard Herrogov. Donc en fait, je pense qu'il est légitime aujourd'hui de se poser la question. Est-ce qu'on a bien tiré toutes les leçons de la crise de 2007-2008 ? Est-ce que dans quelques années, on ne dira pas, les événements qu'on a eus, que vous avez rappelés, Silvergate, SVB, Signature, et puis Crédit Suisse, son rachat par UBS,
Est-ce que ça n'a pas été le début d'une période de crise bancaire? Alors, les racines de ces crises sont très différentes, des deux côtés de l'Atlantique, mais dans les deux cas, ça s'est traduit par des fuites de liquidités importantes, des fuites de dépôts importants, des fuites massives qui ont été accélérées par le numérique, par les réseaux sociaux, on pourra peut-être y revenir par la suite, et c'est des faillites qui sont très instructives. Donc, je ne sais pas s'il y aura une phase où on parlera des leçons qu'on peut tirer de ça. Donc, si c'est ça, je m'arrête maintenant. Sinon, je veux bien continuer. Donc voilà. Donc, en fait, la première chose, c'est que ça confirme quelque chose qu'on sait bien. Les banques sont vulnérables au risque de liquidité, c'est clair. Et que cette vulnérabilité, elle est décuplée aujourd'hui par l'ère du numérique. À chaque fois, la crise de solvabilité est venue d'une crise de liquidité. Et ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que dans le cas notamment de Crédit Suisse, puisque c'était une banque européenne qui ne fait pas partie de la zone euro et de l'Union européenne, soyons clairs, mais enfin quand même, elle respectait parfaitement et ses ratios de solvabilité, les ratios de Bâle III. C'est-à-dire elle était très au-dessus en cohorte capital tier 1, et le LCR, elle le respectait. Et soit dit en passant, au moment de sa faillite, elle avait même un meilleur ratio de liquidité que nos principales banques systémiques. Donc, ça veut dire quand même que... et alors, ce qui est très intéressant dans le cas de Crédit Suisse, c'est des problèmes de gouvernance qui ont posé le problème, des scandales financiers à répétition, etc. Donc, ça veut peut-être dire que les superviseurs doivent aussi s'intéresser à la gouvernance des banques, parce que ça nous rappelle que la question de la confiance est vraiment centrale dans les métiers bancaires. Et donc, ce qu'on doit constater quand même, c'est que ça veut dire aussi que les ratios de Bâle III sont excessivement utiles dans la boîte à outils du régulateur, mais ils n'offrent pas une garantie suffisante, ça c'est évident, et qu'on vit toujours dans un monde où il y a quand même de l'aléa moral et des risques qui n'ont pas disparu. Alors, je vous disais que Jacques Delarosière aurait dû être avec nous. Il a répondu à certaines de nos questions, et notamment la première, est-ce qu'on va vers une crise financière? Et donc, je vous propose d'écouter d'abord ces réponses, et puis on va continuer la discussion. Cette question mérite d'être reposée. Parce que la crise financière existe déjà. Ce n'est pas qu'elle pourrait provenir de tel ou tel élément. Elle est déjà là. Elle est déjà là pour deux raisons et sous deux manifestations. La première raison, c'est que depuis une vingtaine d'années, la Banque centrale européenne ne s'occupe pas de l'expansion du crédit. Or, le crédit, tant au gouvernement qu'aux entreprises ou qu'aux particuliers, a littéralement bondi depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et donc, quand vous avez beaucoup de crédits qui s'accroît d'une manière exponentielle, vous avez plus de risques de défaut, parce qu'il y a plus de gens qui empruntent, et parmi les gens qui empruntent, il y a des problèmes où il y a des situations qui sont difficiles à résoudre, surtout quand les taux d'intérêt se mettent à remonter. Et souvent, ces crédits-là sont des crédits à taux variable, c'est-à-dire qu'ils épousent l'historique de la remontée des taux d'intérêt. Alors, cette situation que je condamne, que je réprouve depuis des années, n'a pas été considérée comme importante par les banquiers centraux qui ont laissé le crédit pratiquement triplé sur les 20 dernières années, ce qui est une aberration dont l'histoire n'a pas d'équivalent. Alors, ce qui se passe, pour répondre à votre question sur la probabilité d'une crise, ce qui se passe, c'est que une partie, pas la totalité, mais une partie des débiteurs qui voient tout d'un coup leur taux variable monter avec la remontée des taux, et qui n'y étaient pas préparés, puisque l'ambiance précédente était que éternellement les taux seraient proches de zéro, ils ont été surpris. Et non seulement ils ont été surpris, mais ils ont été souvent dans la catégorie, si vous voulez, la plus vulnérable de ces débiteurs, ils ont été souvent déjà en difficulté. Et le premier risque d'une crise financière, c'est le défaut des débiteurs.
Alors, le défaut de débiteur n'est pas encore très visible, mais si vous regardez les statistiques sur ce qu'on appelle les NPL, les Non-Performing Loans, les prêts qui posent problème aux débiteurs, vous voyez que la partie de ces prêts qui n'est pas payé, qui est non-performing, tend à augmenter fortement depuis quelques mois. Le deuxième élément de la crise, qui selon moi est déjà là, c'est la crise née du relèvement rapide des taux d'intérêt dans une ambiance qui pendant 20 ans était caractérisée par des taux d'intérêt nuls. Alors c'est la crise que nous avons eue en Amérique, et en particulier sur la côte ouest des États-Unis, mais c'est une crise qui est un peu latente, parce que plus le temps passe, plus la difficulté pour ceux qui se sont endettés à 0% et qui voient maintenant que leur endettement est à 3, 4 ou 5%, ces difficultés vont s'aggraver, se manifester de manière plus évidente que dans les tout premiers mois du renversement des taux d'intérêt. Alors, c'est grave d'avoir, sur le plan de la conception de la politique monétaire, c'est grave d'avoir laissé cette situation de taux zéro tout d'un coup, si vous voulez, se transformer en une crise financière du fait du relèvement assez substantiel des taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques centrales. Il n'aurait jamais fallu rester pendant 20 ans sur des taux d'intérêt à zéro, parce que la réalité du monde financier et économique, c'est que l'épargne est rémunérée. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui épargne pendant 20 ans sur un projet d'électricité ou d'écologie, vous n'aurez rien comme rémunération. Si on lui dit ça, il n'épargne pas pour de tels objets à long terme. Il garde son argent sous forme liquide, sous forme de billets, sous forme de compte en banque, mais il ne l'investit pas dans des projets réels. Et donc, la grande erreur de la politique monétaire depuis quelques années, ça a été de vouloir à tout prix maintenir hors marché à 0% les taux d'intérêt. Parce qu'on a coupé l'épargne des investissements productifs à long terme, on a de ce fait réduit les investissements productifs et de ce fait on a ralenti le rythme de croissance de l'économie et ce qui n'a pas arrangé le chômage. Ça appelle une réponse d'Agnès Benassi-Kéré. Les erreurs de politique monétaire sur les 20 dernières années, nous dit Jacques Delarosière. Merci de rappeler que je suis là depuis mars. Voilà, c'est ça. Donc, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je pense que Jacques Delarosière a tout à fait raison de rappeler que des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps incitent les intermédiaires financiers et les ménages et les entreprises à s'endetter, donc prendre des risques, avoir des bilans trop gros. Et donc, il a raison dans la mesure où c'est un ingrédient majeur de la crise de 2008. Et donc, on a raison de se poser la question. Alors maintenant, il y a une grosse différence par rapport à la crise de 2008, et j'en viens à ce qu'a dit Laurence aussi, c'est que depuis 2008, il y a eu une modification mais drastique de la manière dont on régule les banques et de la manière dont on les surveille. Ça n'a rien à voir. Les ratios de capitalisation en France ont été multipliés par 3. Depuis 2008, ça n'a juste rien à voir. Et il y a eu des ratios de liquidité, les banques sont surveillées de toutes parts, la supervision est très intrusive, les banques se plaignent d'ailleurs, se plaignent beaucoup. Et donc, je pense que la crise de mars, où en effet plusieurs banques régionales américaines plus Crédit Suisse ont connu des crises, c'était des banques en crise plutôt qu'une crise bancaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de crise bancaire. Et le fait que les banques de la zone euro soient sorties indemnes de cette crise, c'est quand même une validation du cadre qui a été mis en place après la crise de 2008.
Donc, je pense que les banques américaines dont on parle n'étaient pas soumises aux standards bâlois. Seules 13 banques aux États-Unis sont soumises aux standards bâlois, contre plus de 2000 en zone euro, qu'elles soient grandes ou petites. Donc, c'est quand même une énorme différence. Il y a un océan, au sens propre et figuré, entre les deux côtés, entre les deux continents. Donc, bon, dans le cas de Crédit Suisse, c'est vrai que le ratio de liquidité en tant que groupe était respecté, mais c'était des poches de liquidité dans plusieurs pays et cette liquidité n'était pas mobilisable nécessairement. Après, il y avait un problème du modèle d'affaires, d'ailleurs aux États-Unis aussi. Enfin, quand on regarde ce que faisait SVB, mais n'importe qui a fait une première année de finance comprend que ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et Crédit Suisse, il y a eu des scandales successifs. Enfin, ce n'était pas une totale surprise ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Mais ça pose la question, en effet, est-ce que les superviseurs doivent être encore plus intrusifs, mais ne peuvent pas non plus se substituer à la gouvernance de la banque. Donc là, ça pose quand même un sujet. Après, pour ce que dit Jacques de la Rosière, je pense qu'il fait référence à deux risques. Il y a donc la remontée des taux. Je parle de la remontée des taux maintenant. Il y a deux risques. Il y a le risque de taux, en fait, et le risque de crédit. Alors, le risque de taux, c'est le fait que quand les taux montent, et surtout s'ils montent vite, les gens qui ont acheté des obligations à long terme avant la hausse des taux, ces obligations valent moins parce que plus personne ne veut les acheter, puisque maintenant, on peut acheter des nouvelles obligations qui rapportent plus. Donc, leur valeur baisse, et ça peut déséquilibrer les bilans, notamment les bilans bancaires, ce dont on parle maintenant. C'est ce qui s'est passé avec SVB, tout à fait. Mais, encore une fois, les banques de la zone euro, une grosse partie de leur bilan est évaluée en permanence en valeur de marché. Et comme elles avaient de la capitalisation beaucoup plus importante, elles ont absorbé ça, en fait. Et même une partie n'est pas en valeur de marché, mais on calcule au titre des tests qui sont faits sur les banques, on calcule le risque potentiel et il est quand même gérable. Il est tout à fait gérable. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce titre-là. Maintenant, Jacques de la Rosière a fait référence également au risque de défaut des débiteurs, autrement dit au risque de crédit. Et donc là, effectivement, les taux d'intérêt montants, les entreprises qui doivent renouveler leurs dettes, rouler leurs dettes, vont devoir faire face à des taux plus importants, donc avec un coût plus important. En France, ce n'est pas encore très visible parce que seulement 30% de la dette des entreprises est à moins de 1 an ou à taux variable. Mais on estime qu'à l'horizon 2025, à peu près un peu plus de 50% de la dette des entreprises devrait être renouvelée donc au nouveau taux. Et on a fait un calcul de comptable qui dit que si toutes ces dettes sont renouvelées au taux de 4,25%, qui est le taux moyen aujourd'hui, ça fait un supplément de frais financiers de l'ordre de 1,3% de la valeur ajoutée. Pourquoi je parle en pourcentage de la valeur ajoutée? Parce que cette perte se rajoute à une perte sur les marges. On s'attend à ce que les marges diminuent, puisque on s'attend à ce que les salaires augmentent plus vite que les prix dans les 2 années à venir, ce qui est donc l'inverse de ce qui s'est passé depuis 2 ans, et donc ça va rééquilibrer, et donc que les marges reculent à peu près du même montant. Donc les entreprises, en effet, vont avoir un double choc. D'accord ? Alors, on ne le voit pas encore. Donc, elles partent d'une situation avec beaucoup de liquidités, les entreprises. Elles ont, et donc la liquidité, donc le cash, leur trésorerie diminue, mais à partir d'un point. Ça, c'est sur les entreprises françaises ou vous raisonnez sur l'ensemble de la zone euro? Là, je parle de la France, la France. que je connais le mieux dans les statistiques d'entreprise. Donc, la trésorerie diminue. Alors, dans d'autres pays, donc en Allemagne et aux Pays-Bas, on a la même situation avec une dette à taux fixe et plutôt long terme. Dans d'autres pays, c'est moins le cas. En Espagne, c'est moins le cas. C'est encore moins le cas en Italie. Et alors, dans les pays baltes, c'est quasiment que du taux variable. Donc, on va voir ce choc arriver, mais elles partent d'une situation avec beaucoup de liquidités. Et le défaut d'une entreprise, ça n'est pas juste être insolvable, c'est-à-dire avoir un capital négatif, c'est être insolvable plus avoir un problème de liquidité. Parce que sinon, plein d'entreprises, c'était ma grande surprise quand j'ai regardé pour la première fois les statistiques d'entreprises,
plus de 10% des entreprises en France, en fait, sont insolvables, ont un capital négatif. Mais il ne se passe rien parce qu'elles n'ont pas de dette, elles n'ont pas de problème de trésorerie, en fait. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux. J'y reviendrai aussi parce que moi, je voudrais parler des non-banques. C'est un vrai sujet. Mais, donc, on regarde ça de très près. Les taux de défaut ont remonté en France. Ils sont aujourd'hui encore, avec, je crois que c'est sorti aujourd'hui, 53 000... de faillite d'entreprise, c'est légèrement en dessous encore du niveau pré-Covid, qui était à peu près 59 000. Donc voilà, on regarde ça. Il peut y avoir un effet de stock des entreprises qui n'ont pas fait faillite pendant le Covid qui feraient faillite. On regarde ça de très près. C'est quelque chose qui est encore à ce stade des ordres de grandeur qui ne sont pas catastrophiques du tout. Est-ce que ça veut dire que la thématique des entreprises zombies dont on avait parlé il y a quelques temps va revenir beaucoup plus sur le devant de la table? Alors effectivement, il y a des gens qui se réjouissent que des entreprises fassent faillite parce que ça permet de libérer du travail et du capital pour créer des nouvelles entreprises plus productives. Et donc, on a un problème de productivité en France, puisque la productivité a chuté pendant la crise et ne s'est pas relevée depuis. Enfin, elle s'est relevée, mais l'écart n'a pas été rattrapé. Je pense qu'on n'a pas encore les idées claires là-dessus, parce qu'on n'a pas. En fait, on a les bilans des entreprises avec retard, et pour savoir si les entreprises qui font faillite aujourd'hui sont des entreprises plus ou moins productives. On sait que. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pendant la crise Covid pour voir si on était en train d'aider des entreprises qui étaient des zombies, et la conclusion à l'époque, c'était que c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait une distribution d'aides aux entreprises, c'était la commission Curie, des aides aux entreprises qui étaient généreuses pour toutes les entreprises, donc y compris les non productives, enfin les peu productives, mais aussi les très productives. Donc il n'y avait pas de biais. Thierry Philippona, donc le paysage a été dressé. Moi, je voudrais quand même vous entendre sur les lignes de défense que l'on a mis en place en 2008. Est-ce qu'elles sont suffisamment solides? Est-ce qu'elles correspondent au paysage financier d'aujourd'hui? Bonne question. J'ai envie de partir de l'un des points qui a été mis en exergue par Agnès Benassi-Kéré à l'instant, quand elle dit « Au printemps dernier, on n'a pas eu une crise bancaire, on a eu des banques en crise ». Je pense que c'est très important de le dire, je souscris totalement. Et c'est vraiment important, parce que quand on regarde, en gros, il y a eu d'autres banques, mais à la base, il y a SVB en Californie, Crédit Suisse, ça n'a rien à voir. Après ça, il y a eu concomitance. Ah, tiens, c'est au même moment, donc forcément, on se dit, mais ce sont deux événements concomitants, mais totalement décorrélés. Sauf que, il y a un dénominateur commun quand même. Et le dénominateur commun, c'est la perte de confiance. Pourquoi perte de confiance? On va faire très très bref, parce que Crédit Suisse, ça a été évoqué, enchaîné depuis des années des scandales hallucinants, et que forcément, vu de l'extérieur, je me dis, tiens, est-ce qu'on est sûr que... Enfin, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et puis, il y a un gros actionnaire, je pense qu'il y avait 10% du capital, saoudien en l'occurrence, mais ce n'est pas la question, qui dit, je ne souscris pas à l'augmentation de capital. Et tout d'un coup, les déposants se disent, oh, si quelqu'un qui a 10% du capital, qui a plus d'informations que la moyenne, dit, je ne viens pas, il y a un problème, je pars. Et quand les dépôts partent, la banque, elle a un problème. Ça, c'est bon. Côté SVB, ils prennent des positions sur les bons du Trésor américain, ça se retourne contre eux. Et comme l'administration Trump avait eu la brillante idée de dire qu'une banque en dessous de 250 milliards de total de bilan n'allait pas être supervisée façon Bâle, pour faire très très simple, et que SVB faisait grosso modo 200 milliards de total de bilan, la supervision n'était pas là, donc on n'avait pas les investisseurs et les déposants n'avaient pas la visibilité, et donc tout d'un coup tout le monde prend peur et s'en va. Et ce qui est très important, je pense, c'est qu'il ne faut pas rêver d'un monde où une banque peut tenir sans confiance. Donc le but de la réglementation et de tout ce que l'on peut faire, quand je dis on, c'est collectivement, tous les gens qui participent à la réflexion et à la décision sur ces sujets-là, le but, ce n'est pas de se dire « Ah, on va inventer un monde où jamais une banque ne fera faillite ». Ce qu'il faut, c'est concevoir un monde où quand une banque fait faillite, il n'y a pas contagion, il n'y a pas d'impact sur la société. Alors bien sûr, pour les actionnaires et les créanciers de cette banque, par définition, ce n'est pas bonne nouvelle. Mais bon, quelque part, la vie continue. Et donc, effectivement, on a, quand on y réfléchit, construit 3 lignes de défense pour éviter
non pas qu'il n'y ait jamais de banque en crise, pour reprendre l'expression d'Agnès, mais pour éviter que ça dégénère, pour parler de façon un tout petit peu triviale. Première ligne de défense, c'est meilleures exigences en capital et en ratio de liquidité. Ça s'appelle BAL 3. Ça va clairement dans le bon sens. Il n'y a même pas de débat. Ça a été rappelé, on est à x3, x4 par rapport aux exigences de fonds propres, si on reste juste sur les fonds propres de ce qu'il y avait sous BAL 2. Après ça, il faut quand même avoir en tête que le niveau de BAL 2 était ridiculement faible. Et je me permets de peser le mot ridiculement faible. Alors, pour les personnes qui seraient moins familières avec la réglementation bancaire, il y a plusieurs façons de calculer le capital. Il y a la lecture, tiens, j'ai 5 de capital, alors que j'ai 100 de total de bilan, tiens, j'ai 5 de fonds propres. Et puis il y a une lecture pondérée par les risques, etc. Mais si on prend une lecture non pondérée par les risques, donc j'ai envie de dire la lecture la plus directe, sous BAL 2, donc la réglementation précédente, on était très très souvent en dessous de 1% de fonds propres par rapport au total de bilan. Donc on partait de très très bas. J'ai bien dit souvent, il faudrait regarder toutes les situations. Mais donc voilà, oui, on est beaucoup plus haut et oui, ça va dans le bon sens, mais on partait tellement bas que, bon, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des trous dans la raquette. Alors, il y a des trous dans la raquette côté américain, quoique c'est en train d'évoluer pour la raison que j'ai donnée, et Agnès Benassi-Kéré le disait tout à l'heure. Fondamentalement, il y a les grandes banques américaines sont soumises aux accords de BAL 3, et puis toutes les autres, ça en fait de mémoire environ 2000 qui ne le sont pas. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, et on a vu qu'une banque avec, entre guillemets, seulement 200 milliards de total de bilan, c'est un vrai sujet. Côté européen, c'est plus subtil. Ça s'applique à tout le monde. Mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'on n'a toujours pas fini d'appliquer les accords de BAL 3 en Europe. Le paquet bancaire qui est actuellement... Finance Watch s'occupe de ce sujet au quotidien à Bruxelles, c'est notre travail, qui est en cours de finalisation. Alors le paquet bancaire, dans le jargon bruxellois, c'est la transposition, ou plutôt l'adoption en droit européen des accords de BAL 3, pour faire bref. Donc c'est en finalisation de négociation. Les accords de BAL 3 seront adoptés dans le droit européen totalement en 2033. On est 25 ans après la crise. Alors, beaucoup a été fait, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a rien fait, mais la finalisation, c'est 25 ans après la crise. C'est long, c'est vraiment très très long. Et d'autre part, il y a plein d'exemptions qui ont été négociées par les pays, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, qui ont été, voilà, c'est bienvenu dans le monde de la négociation, à tel point qu'on a les 3 plus grands superviseurs européens du monde bancaire, Luis de Guindos, vice-président de la Banque Centrale Européenne, Andrea Enria, président du mécanisme de supervision unique, et Manuel de Campa, qui est président de l'autorité bancaire européenne, qui le 4 novembre 2022, j'allais dire dernier, mais c'est plus dernier, c'était l'année dernière, donc il y a un an, écrivent à la Commission européenne en disant « Attention, ce que vous avez mis sur la table n'est pas une mise en œuvre fidèle des accords de BAL 3. Je n'exclus pas que le comité de Bâle déclare l'Union européenne non conforme aux accords de BAL 3. » Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les 3 plus grands superviseurs bancaires européens. Malgré ça, évidemment, ils avaient envie de peser dans le débat, parce qu'à l'époque, on était dans le débat entre le Parlement et le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Et malgré ça, ce qui a été adopté par le Parlement européen, notamment en janvier dernier, depuis on est dans le peaufinage, n'est pas conforme aux accords de BAL 3. Donc en Europe, on est très très lent à mettre en œuvre, on va dire, ce qui n'est pas sans créer une difficulté. Après ça, la deuxième ligne de défense, c'est quoi? La deuxième ligne de défense, c'est ce qu'on appelle la résolution. La résolution, c'est si malgré tout, perte de confiance, une banque a un problème sérieux, eh bien, les autorités de supervision vont pouvoir prendre les manettes et prendre les décisions afin qu'il n'y ait pas une faillite catastrophique pour la société. Et notamment en imposant des pertes aux créanciers et aux actionnaires, ce qui, d'un point de vue économique, est sain. Parce qu'après tout, les apporteurs de capitaux, s'il y a des bénéfices, les bénéfices seront pour eux. Donc s'il y a des pertes, il est logique que ce soit pour eux. Sinon, on crée de l'aléa moral, qui est évidemment le grand problème derrière, où les bénéfices vont dans des poches privées et les pertes sont supportées par la société. Donc la résolution, ça sert à ça. Si on regarde le système européen,
bien sûr, on peut toujours dire qu'il pourrait être meilleur, etc. Mais on a des bonnes règles. On peut toujours dire ceci, cela, mais c'est bien. Le seul problème, c'est qu'on ne les met pas en œuvre. Et on a eu, depuis 2015, où la directive sur la résolution bancaire a été adoptée, on a eu 5 ou 6 banques italiennes qui ont été en problème. On a eu une banque allemande. Eh bien, c'est toujours le contribuable, en l'occurrence italien ou allemand, qui a mis la main à la poche. Et puis, eh bien, si la deuxième ligne de défense ne fonctionne pas, eh bien, c'est la troisième ligne de défense qui est l'intervention publique. Alors, soit avec les budgets publics, soit par les banques centrales. Je serai modeste en parlant devant une banquière centrale de la chose, mais en 2000, la crise d'il y a 12 ans, ce sont les budgets publics qui interviennent. Ce qui s'est passé, que ce soit aux États-Unis ou en Suisse il y a 6 mois, c'est fondamentalement la même chose. C'est la puissance publique qui dit « vous inquiétez pas, je suis là ». Aux États-Unis, la puissance publique dit « je garantis les dépôts de SVB sans limite ». Ça calme tout le monde tout de suite. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que on a recréé ce fameux aléa moral qui fait que les pertes et les bénéfices ne sont pas distribués de façon égale. Donc ça, c'est un vrai problème. Je vous voyais, Laurence, pendant que Thierry Philippon parlait, opiner de la tête. Vous voulez peut-être rajouter quelques éléments? Oui, je voudrais ajouter des éléments sur tout ce qui a été dit différemment par les différents intervenants. Alors d'abord sur ce qu'a dit Jacques Delarosière sur les banquiers centraux pyromanes, d'une certaine manière, donc de dire finalement la manière dont on a géré la crise de 2007-2008 crée les conditions d'une nouvelle crise. Donc je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est pas du tout un cas unique. Hein. Si on regarde par exemple la crise de 2007-2008, elle résulte en partie de la manière dont on a géré la crise du début des années 2000 de résolution sur les valeurs technologiques et des crises Enron, WorldCom, Parmalat, etc., qui fait que les banquiers centraux, pour aider les banques à ce moment-là, ont maintenu longtemps les taux d'intérêt bas. Bon, bref. Donc, mais il ne faut pas non plus jeter la pierre aux banquiers centraux parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans la période récente, enfin disons d'abord, ce n'était pas 20 ans quand même de taux nuls. Je veux dire, il y avait un risque de déflation. Et vraiment, s'il y a bien une chose où il faut vraiment lutter, être proactif, c'est le risque de déflation. On avait quand même l'expérience japonaise, la difficulté qu'on a à sortir d'une situation de déflation, parce que les taux nominaux, certes, peuvent être un petit peu en dessous de zéro, mais pas très, très en dessous de zéro. Et donc, les taux d'intérêt réels restent élevés. Il est très difficile de sortir d'une situation de déflation. Moi, je pense que l'erreur qui a été faite, c'est que les banques centrales ont géré la crise et je trouve qu'elles s'en sont plutôt bien sorties pour gérer la crise. Je pense que les réglementations bancaires qui ont été prises dans la foulée n'ont peut-être pas été suffisantes, même si je suis d'accord en termes de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Hein. Pour moi, on a raté quelques occasions, la séparation des activités bancaires, d'une part, et effectivement, on n'a pas résolu encore la question des banques systémiques. Hein. On en parlait dans une autre table ronde précédemment. Donc voilà, je serai un petit peu plus nuancée quand même que ce qui a été dit par Jacques Delarosière. Pour ce qui est de la gestion du risque de liquidité qui reste vraiment centrale, là, je pense aussi que les banques ont perdu des compétences d'une certaine manière. Pendant presque 10 ans, c'est comme si elles avaient délégué la gestion de la liquidité aux banques centrales. Elles ont eu quand même un accès vraiment à robinet ouvert, disons, à de la liquidité. Et donc, il y a des compétences, probablement, qui se sont perdues. Et puis, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile hein, quand on a un accès comme ça, très, 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 très facile à la liquidité. Pour ce qui est des trous qui restent dans la raquette, à mon avis, en zone euro, il y a un trou énorme, béant, qui reste dans la raquette. C'est le fait que le troisième pilier de l'union bancaire, on n'a pas avancé. Et je veux dire, là, on est vraiment au cœur du fait qu'il y a
c'est presque, c'est intime le lien qui est entre la stabilité financière et l'intégrité de la zone euro, dans la mesure où l'essentiel de la monnaie créée est créé par des banques de second rang. Et donc, si à un moment, et d'où le retour sur la confiance, si à un moment le déposant se pose la question de savoir si mon dépôt, parce que je suis dans une banque grecque ou dans une banque italienne, il est peut-être moins bien assuré que le dépôt d'une banque allemande ou française, eh bien, vous créez les conditions effectivement d'une fragmentation. Donc là, vous parlez de l'union des marchés de capitaux. Alors non, non, je parle du troisième pilier de l'union bancaire, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme de supervision unique, ça, il n'y a pas de problème, c'est la Banque Centrale Européenne. On a un mécanisme de résolution unique, donc on pourra en parler plus en détail, mais voilà, c'est une avancée, même si tout n'est pas parfait. Mais il y a un troisième pilier pour lequel on n'a pas avancé, on n'a pas un backstop fédéral, c'est-à-dire l'assurance dépôt, le fait que les dépôts soient assurés à 100 000 €, c'est toujours les contribuables du pays de la maison mère qui sont impactés. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, juste pour ajouter un petit point, puisque c'est parti sur ces logiques des 3 lignes de défense. Ce qui était frappant au printemps dernier, c'est qu'en gros, la première ligne ayant échoué, la deuxième a été à peine effleurée, on est passé tout de suite à la troisième. Et ça veut dire qu'on recrée non seulement de l'aléa moral avec tous ces défauts, mais ça veut dire que le système qu'on a mis en place n'est pas suffisant. Et de facto, je regarde dans le de facto. Et ce qui est très frappant, je vais parler d'un autre sujet. On est en mars 2020, début de la crise Covid. L'économie, donc, tout le monde se retrouve confiné, impact très important sur l'économie. Et évidemment, quand l'économie est très impactée, la finance est impactée, c'est logique. Les marchés financiers dévissent. Au bout de 10-15 jours, toutes les banques centrales du monde injectent des liquidités à un niveau qui n'avait été jamais vu, à coût de milliers de milliards d'euros, de dollars, de sterling, etc. Et là, tout se stabilise. Donc je dois dire que quand parfois j'entends certaines personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui dire « la crise de mars 2020 montre bien qu'on a mis en place des règles suffisantes pour que le système ne s'écroule pas », je dis ce n'est pas vrai. Le système ne s'est pas écroulé parce que les pompiers que sont les banques centrales, ce ne sont pas que des pompiers, mais ce sont aussi des pompiers, sont intervenus et ils ont inondé de liquidités, on peut même jouer sur le mot liquidité dans les deux sens, ce qui a calmé tout. Agnès. Alors, je crois qu'il y a une sorte de contrat entre les banques et la banque centrale, les banques commerciales et la banque centrale. Les banques sont régulées, il y a une supervision intrusive, en échange de quoi les banques ont accès aux prêteurs en dernier ressort. Ce qui a mal fonctionné dans la crise récente, c'est que des banques américaines qui n'étaient pas régulées, qui n'étaient pas supervisées, ont eu accès finalement à un filet de sécurité très généreux. Et c'est ça qui crée la morale. Parce que en théorie, le prêteur en dernier ressort, il doit prêter, en effet, le principe c'est qu'il prête quand personne d'autre ne veut prêter. Donc il prête, mais contre du collatéral de bonne qualité. Et à un coût, donc le coût peut être soit en termes de taux d'intérêt, bon là c'était pas le cas, mais ça peut être aussi un coût en termes de supervision, d'être dans le cadre, quoi. Parce que sinon, en effet, ça va pas. Et je pense que là, je pense que les Américains se sont rendus compte de ça, ils sont en train de le corriger, avec ce projet de rétablir des normes de capital strictes pour les banques plus petites. Mais il y a un problème aux États-Unis aussi de supervision, puisque la supervision n'est pas fédérale pour ces banques, elle est au niveau des États, et bon, ils sont plus ou moins actifs dans leur mission. Alors, il y a plein de commentaires qui sont arrivés sur ma tablette. Il y a quelques questions, il y a plus de commentaires d'ailleurs que questions, mais je vais poser les 2 questions qui sont arrivées. La première, l'Europe pourrait-elle être protégée des dérégulations bancaires américaines ? Alors, qui se lance ? Des dérégulations bancaires. Des dérégulations bancaires. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que durant l'administration Trump, des régulations qui avaient été mises en place ont été retirées, et on a eu SVB. Or, l'Europe a été protégée. Initialement, les cours des actions des banques de la zone euro ont dévissé, mais ça a été de courte durée, c'est reparti. Donc je pense qu'en fait, elles sont déjà en large partie protégées.
Ce n'est pas forcément le cas de la finance non bancaire. C'est pour ça mon hésitation. Mais bon, Mais on viendra à la fin. Après ça, sur le sujet bancaire, il y a l'éternel débat entre les deux côtés de l'Atlantique si vous les Européens et les Américains disent la même chose. Si vous me régulez, si vous mettez telle ou telle règle, je vais avoir un désavantage comparatif par rapport aux gens de l'autre côté. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a exactement le même discours des deux côtés. Donc, c'est à la fois une vraie question. On en pense qu'on en veut sur le fond, mais c'est une vraie question. Après ça, c'est aussi un jeu. Donc, voilà. D'accord. Alors, une autre question la plus géographique. Pensez-vous que l'effondrement des promoteurs immobiliers chinois comme Evergrande, vu leur endettement colossaux, peuvent provoquer une crise financière mondiale? Enfin, écoutez, alors, le fait est que la composante éclatement de bulles immobilières, c'est un des communs dénominateurs de la plupart des crises financières. Ça, quand on regarde dans l'histoire longue les crises financières, toutes les crises sont différentes, mais il y a quand même des substrats qu'on trouve à peu près partout, à savoir la montée de l'endettement privé, des maturity mismatch trop importants et l'éclatement de bulles immobilières. Donc, ce que je pense, par contre, c'est que les Chinois sont en mesure de juguler la crise bancaire. Il y aura probablement une crise bancaire, mais les interconnexions avec le reste de l'économie financière et bancaire mondiale font que je ne pense pas que le problème viendra de là. Alors là, je m'engage un peu, c'est filmé, mais je ne crois pas que c'est de là que ça viendra. Je pense que Laurence dit quelque chose de très important. J'ai pas regardé les chiffres récemment, mais j'avais regardé ça il y a quelques années. Et en fait, le système bancaire chinois était très très peu connecté au reste du système bancaire mondial. J'ai pas dit pas du tout. Et j'ai pas regardé récemment. Donc là, il faudrait mettre à jour les chiffres. Mais si cette hypothèse de faible connexion est toujours vérifiée, à ce moment-là, on peut avoir une crise forte en Chine, qui sera gérée par les autorités chinoises, qui ont la capacité de créer de la liquidité autant qu'elles voudront pour gérer ça, ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment, monétaire, économique, tout ce qu'on veut, mais ça sera un problème chinois. Donc je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que cette crise immobilière chinoise qui se produit déjà et qui peut s'amplifier peut déstabiliser ou va déstabiliser la planète finance mondiale. Alors, si ce n'est pas la Chine, moi j'avais envie de vous poser la question à tous les trois, mais où alors? Où sont les risques aujourd'hui? Alors, sur la Chine, je suis aussi d'accord aussi par le fait que le renminbi, même s'il se développe, n'est quand même pas encore la monnaie internationale. Et donc, peu de banques dans le monde sont dépendantes de la People's Bank of China pour récupérer de la liquidité en renminbi sous peine de se trouver en défaut. Donc, je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est une grosse différence par rapport aux États-Unis. Non, je pense que la sphère des régulateurs est en train de un peu pivoter sur plutôt le non bancaire. Oui. Et c'est peut-être un peu de ça dont je voulais parler. Oui. Donc, alors avant, on appelait ça la finance de l'ombre. Ça n'est plus ça, parce qu'en fait, ça regroupe des choses qui sont, y compris, régulées. Donc, pour vous donner un peu une idée, le système financier mondial, en termes de bilan, enfin d'actifs, de stock d'actifs, c'est à peu près 500 000 milliards de dollars. Donc 500 trillions. Donc c'est évidemment des sommes qu'on a du mal à mesurer. Attention, ce sont des stocks, hein, ce ne sont pas des flux. Donc si vous mettez un taux d'intérêt à 1%, je vous laisse calculer. Dans ce montant, on a l'intermédiation financière bancaire, c'est une petite moitié aujourd'hui, et le non bancaire, c'est un peu plus de la moitié. Donc c'est devenu énorme. Et c'est x2 en 10 ans. Hein, cette finance non bancaire, c'est x2 en 10 ans. Donc ça regroupe quoi? Ça regroupe les compagnies d'assurance, les fonds de pension qui sont régulés. Et puis ce qu'on appelle les autres intermédiaires financiers qui sont variés. On trouve dedans les fonds d'investissement, les organismes de titrisation, enfin des tas d'organismes. Alors je me concentre sur les fonds d'investissement. Donc ces autres intermédiaires financiers, c'est 152 000 milliards, donc c'est plus petit, hein, mais ça reste quand même important. Et dans les fonds d'investissement, on a les fonds monétaires, hein, donc qui investissent à court terme. C'est un peu l'équivalent des comptes à terme dans les banques.
des fonds obligataires, des fonds en actions, des fonds qui sont cotés, des fonds de private equity, des fonds alternatifs, les fameux hedge funds, et des fonds immobiliers, et toutes sortes de fonds. Donc, ils sont assez variés. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a les mal à les appréhender, parce qu'on les prend un par un, et bon, ça va prendre du temps, nous dit Thierry. Alors, en France, ça reste un peu plus petit. On est un pays qui est très bancarisé, donc ça reste un peu plus petit. Le non bancaire, c'est à peu près 33% des encours, et dedans, la part de l'assurance vie, c'est très gros. Donc c'est un peu moins un sujet en France. Les fonds d'investissement en France, c'est à peu près 15% des actifs sous gestion, donc c'est quand même assez petit, mais enfin quand même, c'est pas négligeable non plus, surtout dans la mesure où c'est interconnecté avec les banques et les assurances. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait s'inquiéter ? Il vaut mieux le dire de manière théorique avant plutôt que dans l'urgence après. Je crois que la difficulté, c'est la conjonction de trois phénomènes. Un risque de liquidité, un effet de levier, c'est-à-dire l'endettement, et des interconnexions. Alors, si je prends le risque de liquidité dont parlait Laurence tout à l'heure, donc si je prends les fonds immobiliers, donc un fonds immobilier, c'est un fonds qui, comme son nom l'indique, investit dans l'immobilier, qui n'est pas un actif liquide, au sens où on pourrait le vendre du jour au lendemain sans risquer de faire des pertes. Alors, les gens qui investissent dans les fonds immobiliers, ils peuvent investir à long terme, ou donc on leur fait des promesses. On leur fait des promesses, vous pourrez retirer votre argent seulement dans 3 ans, ou vous pouvez retirer votre argent demain. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Si on leur dit « vous pouvez retirer votre argent demain », on voit que d'un côté, on a de l'immobilier qu'on ne peut pas vendre du jour au lendemain, et de l'autre, on a des gens qui ont investi dans le fonds et qui peuvent retirer leur argent demain. Donc, c'est ce qu'on appelle un risque de liquidité. La liquidité de l'actif est moindre que la liquidité du passif. Alors ça, évidemment, ça pose problème lorsqu'il y a des événements qui font que les gens veulent retirer leur liquidité. Donc ça peut être qu'ils n'ont plus confiance, ou ça veut dire qu'ils ont besoin de l'argent pour faire autre chose avec. Alors certains fonds, les fonds monétaires sont régulés, ils ont des obligations de garder de la liquidité. Alors oui, pourquoi c'est un problème par rapport aux banques ? Les banques aussi ont un déséquilibre entre l'actif et le passif, sauf que les banques ont accès aux fameux prêteurs en dernier ressort. Avec le contrat dont je parlais, qu'elles sont régulées et donc elles ont accès au refinancement de la Banque centrale. C'est-à-dire que les actifs, quand ils ne sont pas très liquides, elle peut les apporter en garantie à la Banque centrale et obtenir du cash pour une certaine durée. Donc les fonds monétaires ont des ratios de liquidité réglementaires, mais c'est plutôt l'exception. Hein. Donc les fonds immobiliers ont aussi de la liquidité, je vous rassure, hein, mais ça n'est pas réglementé. C'est ça que je veux dire. Alors, ces fonds particulièrement illiquides sont tout à fait minoritaires en France, mais ils sont assez répandus dans d'autres pays. Et par exemple, l'Irlande, récemment, a établi une régulation sur les fonds immobiliers. Alors, d'autant qu'en Irlande, ces fonds immobiliers sont très endettés. Donc ça, c'est le deuxième risque. Hein. Donc la dette est importante par rapport au total de l'actif. Et pourquoi c'est embêtant ? Parce que ça encourage, donc non seulement Laurence, qui avait investi dans le fonds immobilier, peut venir chercher son argent du jour au lendemain, mais en plus, le fonds va devoir rembourser des dettes. Et donc ça accroît encore les risques, et il se peut que les deux se passent en même temps. Et donc le fonds qui n'a pas encore accès qui peut ne pas trouver des gens pour lui prêter du jour au lendemain, eh bien, va devoir vendre des actifs, et éventuellement avec des décotes, puisque ces actifs ne sont pas liquides, donc c'est obligé de les brader, en fait. Et à ce moment-là, il y a une perte de valeur, et le fonds peut devenir insolvable. Et donc, évidemment, avec un effet autoréalisant, puisque les gens, anticipant que s'il vend en panique, il va devenir insolvable, eh bien, c'est d'autant plus intéressant de venir tout de suite chercher son argent. Donc, alors, le levier varie selon les fonds. Les fonds immobiliers en France ont une dette d'à peu près 8%. C'est assez faible. L'Irlande a capé à 60% le taux d'endettement des fonds immobiliers. En France, les fonds ne sont pas très endettés, mais encore une fois, les fonds étrangers peuvent être beaucoup plus endettés. Et donc, j'en arrive à mon troisième risque, qui sont les interconnexions, puisqu'après tout, si ces choses n'étaient pas interconnectées, ben voilà, on investit dedans, il fait faillite, on s'est trompé, ben, tant pis, mais c'est triste, mais les autres poches du système financier ne sont pas affectées. Or, ce n'est pas le cas.
puisque alors d'abord, il y a une interconnexion avec le système financier, puisque les fonds financent une partie de la dette des banques. Les banques sont endettées, donc les fonds monétaires investissent dans les banques. Et par ailleurs, les banques investissent dans des fonds. Pas les mêmes, hein, mais investissent dans des fonds, avec éventuellement un risque de crédit ou des risques indirects avec des dérivés, etc. Alors, et les parts de ces fonds ne sont pas forcément liquides. Donc on ramène le problème dans les banques. Alors, on a aussi des interactions avec le secteur non financier, puisque les entreprises aussi achètent des parts de fonds, notamment monétaires, pour gérer leur trésorerie. Les ménages sont assez peu investis dans les fonds de manière directe, mais peut-être de manière indirecte, via, par exemple, des contrats d'assurance vie. Donc, tout ça est interconnecté. Et l'interconnexion suprême, eh bien, c'est lorsque les fonds sont obligés de vendre en catastrophe des actifs, qui font baisser le prix des actifs. Et la baisse du prix des actifs affecte alors tout le monde parce que comme les bilans sont mesurés au cours de marché en grande partie, eh bien ça dévalorise l'actif et donc ça peut induire des pertes qui ne sont pas des pertes réalisées mais des pertes potentielles. Donc, c'est pas tout à fait théorique tout ce que je raconte. Alors, c'est encore plus vrai parce que les fonds, par exemple les fonds monétaires, on remarque que la similarité de leur portefeuille augmente au cours du temps. C'est-à-dire que la probabilité qu'ils vendent tous la même chose en même temps est assez importante. Donc, même si chacun est relativement petit, le fait qu'ils soient plusieurs à se ressembler énormément, c'est comme s'ils étaient gros. Donc, ce n'est pas tout à fait théorique. Là, je vais donner 2 illustrations. J'ai encore la possibilité. Donc, la première, c'est le choc Covid dont on a parlé tout à l'heure. Donc, lors de la fermeture de l'économie, mars 2020, etc., ça a déclenché, ce choc a déclenché des demandes de rachat, hein, puisque tout le monde cherchait de la liquidité absolument où il pouvait. Et donc, pour faire face à ces demandes de rachat, les fonds monétaires ont vendu des titres. Alors, les fonds monétaires, ils sont investis en titres à court terme, publics et privés. Et donc, ils ont vendu un peu tout ça, et notamment des commercial papers, dans des papiers commerciaux, c'est de la dette d'entreprise à court terme. Et donc, ils sont devenus vendeurs. Et finalement, en fait, le marché n'est pas... Comme ces titres habituellement sont détenus jusqu'à la maturité, il n'y avait pas un marché secondaire important. Et donc, ça a fait chuter les prix. Et finalement, les entreprises n'arrivaient plus, du coup, à émettre ce papier. Alors là, c'était l'économie réelle. Et donc, l'Eurosystème s'est trouvé obligé à racheter des obligations. Donc, finalement, on s'en est bien sorti puisque ça n'a pas été des pertes là-dessus. Donc, il ne s'agit pas, ça n'est pas d'opération philanthropique, mais c'est pour maintenir la liquidité du système. La Banque centrale est arrivée pour racheter ces papiers commerciaux. Et la Fed, la Banque d'Angleterre, ont fait le même genre d'opération. Donc on voit là qu'une illustration, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé, mais parce que la Banque centrale était là, et là je rejoins Thierry, ce qu'il a dit tout à l'heure. Deuxième illustration, le mini-budget, qui était un maxi-budget en fait britannique, d'octobre 2022. Vous vous souvenez, Liz Truss qui arrive et qui fait un nouveau budget avec un énorme déficit, qui en plus n'était pas passé par l'évaluation du Trésor, donc a suscité énormément de panique de la part des investisseurs. Et en particulier, donc, les fonds de pension britanniques avaient adopté des stratégies, comment tu appelles ça, liability driven investment. Donc, ils prennent le passif. Alors, le passif d'un fonds de pension, ce sont les retraites à verser dans 30 ans à des gens qui ont souscrit ces fonds de pension. Donc, c'est des passifs à très longue maturité. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir à l'actif des maturités longues aussi, ce qui n'est pas évident, parce que les titres à 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en fait, en général, les fonds de pension sont déséquilibrés, ils ont un passif plus long que l'actif. Et donc, ils essayent d'allonger l'actif, puis aussi d'augmenter le rendement. Et donc, il y a plusieurs techniques par rapport à ça. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre des obligations de leur actif, les prêter, les mettre en repo, donc les utiliser comme collatéral pour obtenir de la liquidité. Et avec cette liquidité, acheter des titres à long terme et les mettre à leur actif. Donc ça, c'est une première chose, sauf que c'est quand même un emprunt, ça s'appelle un emprunt. Et donc, quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations qu'ils ont mises en gage
baisse, et donc ils sont obligés il y a un appel de marge, ils sont obligés de verser du cash pour sécuriser leurs prêteurs au cas où ils ne pourraient pas rembourser leur emprunt sur le marché repo. La deuxième technique, c'est le swap. Donc, c'est plus ou moins échanger des obligations. Donc, ils ont des titres courts sur l'actif. Ils vont échanger les flux d'intérêt avec une contrepartie à l'extérieur sur le marché qui n'est pas un fonds de pension et pour obtenir des flux d'intérêt longs. Et comme ça, comme s'ils avaient des obligations à long terme, mais en fait, c'est des obligations à court terme. Et ils s'engagent à une date future à faire l'opération inverse. Et là, même chose, quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse, et il va y avoir des appels de marge. Cette fois-ci, c'est la chambre de compensation qui fait des appels de marge, et donc il faut sortir du cash pour sécuriser cette opération de swap. Bref, c'est ce qui s'est passé en septembre 2022. Mini-budget Truss, les taux d'intérêt montent brutalement, hausse des appels de marge, et comme ils étaient très endettés, c'est l'effet décuplé. Et donc, finalement, la Banque d'Angleterre est intervenue pour acheter les obligations souveraines à long terme et ramener le calme sur les taux d'intérêt. Donc, on voit que là aussi, et ce qui pose problème, donc, finalement, dans tout ça, c'est qu'on voit que la Banque centrale est obligée d'intervenir sur des segments qui ne sont pas de la banque. Et on voit bien les interconnexions. Et on voit bien que ces objets, alors les fonds de pension sont quand même régulés, et d'ailleurs cet épisode a fait beaucoup réfléchir, mais on voit bien qu'il faut qu'il y ait une contrepartie par rapport à ça. Et cette contrepartie, ça doit être de la régulation, imposer des normes de liquidité, donc des coussins de liquidité, mais aussi des règles il ne faut pas qu'on puisse, comme ça, du jour au lendemain, obtenir le remboursement intégral d'un fonds investi dans l'immobilier. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, des règles par rapport à ça. Donc, c'est un travail qui est en cours avec beaucoup d'initiatives, donc depuis 2020, en fait, dans ces domaines-là, à la fois au niveau micro-prudentiel, donc pour opérateur par opérateur imposer des normes, également au niveau de la protection des investisseurs, pour mieux avertir les gens des risques qui sont pris. Et au niveau macro-prudentiel, alors ça c'est quand même une réflexion en cours pour voir s'il y a des réflexions à mener, par exemple au cours du cycle, pour adapter les normes au cours du cycle sur la liquidité, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Agnès. Laurence, vous vouliez rajouter? Non. Donc, oui, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Agnès sur le fait que ce qu'on appelle le shadow banking, même si maintenant on ne dit plus comme ça, on dit intermédiation, comment on dit, voilà, c'est intermédiation de crédit, non, voilà, ouais, exactement. C'est un énorme problème parce qu'ils font du levier, ils ne sont pas régulés. Le levier est très pro-cyclique en plus de ça, c'est-à-dire il accentue le cycle économique et quand même, c'est bien qu'on mette ça en chantier, mais quand même, on avait des précédents. Je veux dire, la dernière crise financière, les banques centrales ont été obligées de faire des facilités particulière pour les fonds monétaires. On avait eu le cas LTCM, c'est-à-dire un hedge fund qui, en 98, à la suite de la crise russe, fait faillite. Les marchés sont tellement déstabilisés, ils s'étaient pris la crise asiatique, la crise russe, LTCM derrière, que le Fed, malgré le fait que ce soit un hedge fund, organise un tour de table et contraint les banques. Et effectivement, un point central qu'a souligné Agnès, et là je pense que ça doit pouvoir donner des orientations en matière de réglementation, c'est les liens et les interconnexions entre les banques, le secteur régulé et le shadow banking. C'est-à-dire que là, vraiment, agir sur ces connexions-là est important. Pour vous donner une idée de quel type de fragilité on peut avoir, un même titre peut servir plusieurs fois à collatéraliser le même crédit. Vous pouvez avoir des chaînes comme ça d'intermédiation. C'est un peu le même type de fragilité que vous avez avec les chaînes de valeur. On s'en est très bien rendu compte avec le Covid. Le shadow banking, si on veut dire les choses de manière simple, si vous voulez, c'est un peu, on divise les tâches un peu, et ce qui avant se faisait sous un même toit d'une intermédiation, ça se fait dans une chaîne comme ça d'intermédiation. Mais plus la chaîne est longue, plus les dangers sont importants.
Donc c'est ce que vous vouliez, juste la réaction sur... Alors, 2 questions. Peut-être la première pour Thierry Philipponnat. Pourquoi ne sépare-t-on pas les banques d'investissement et les banques de dépôt? Parce que les responsables politiques ne le veulent pas. Moi, j'ai une réponse. Hein. Je pense que la littérature n'est pas du tout claire là-dessus et l'expérience n'est pas claire non plus. Le fait les banques universelles ne sont pas particulièrement plus vulnérables que les banques d'investissement. L'expérience a plutôt montré l'inverse. Donc, je suis assez... je pense qu'il y a des sujets plus importants que ça à traiter. Et donc, je ne prioriserai pas rouvrir ce débat sur je n'ai pas dit que je priorisais. J'étais en train de commencer à répondre à Béatrice. La question a été posée. J'allais donc dire... que le sujet principal, c'était de résoudre le trop gros pour faire faillite, le too big to fail. Et là, je ne repars pas sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ma fameuse deuxième ligne de défense. En théorie, quand il y a une faillite, c'est pas de problème, on fait prendre les pertes aux créanciers et aux actionnaires, et puis la vie continue, tout va bien. Sauf qu'on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que notamment les créanciers, c'est le reste du système financier. Et si on leur fait prendre des pertes, il peut y avoir... Donc c'est très très compliqué. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Je ne suis pas en train de dire que la séparation bancaire est... Bon. Par contre, on a un vrai sujet d'institutions financières qui sont trop grosses pour faire faillite. Alors, j'aime bien provoquer et lancer des idées qui ne verront probablement jamais le jour. Mais peut-être qu'il y aurait une autre façon de gérer cette question de trop gros pour faire faillite, too big to fail. Ce serait de dire, tiens, on va redéfinir une banque. Une banque, c'est une institution qui prête de l'argent à des entités non financières, entreprises non financières ou particuliers. Le seul fait de dire ça, vous verriez le bilan des très très grosses banques diminuer drastiquement, mais drastiquement. Après tout, ce n'est pas scandaleux, ce n'est pas révolutionnaire de dire que le métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas que ça, donc il ne faudrait pas dire 100%. Mais tiens, si on disait 50%, allez, la moitié du bilan serait consacrée à ça, eh bien déjà, on aurait un effet de moindre taille. Alors, je connais les arguments contre, pour gagner dans la bataille internationale, il faut être gros, etc. Ce qui n'est pas 100% faux à très très court terme. Et là, on revient à la question de la concurrence, notamment États-Unis, Europe, etc. Il faut admettre que c'est pas... Je veux dire, si mon horizon de temps est la semaine prochaine ou l'année prochaine, c'est pas du nuée de fondement. Après ça, si ma position, c'est de me dire, oui, mais est-ce que je veux mettre fin à cette situation ? Je pense qu'il y aurait une vraie vertu à réfléchir posément à cette question. Je pense qu'on est dans une contradiction parce que l'union bancaire, c'est avoir des banques trans-frontières qui seraient très stabilisants pour la zone euro. Si on avait une vraie circulation du capital et de la liquidité, je reviens aussi sur ce thème, ce serait stabilisant pour la zone euro. Donc on plaide pour l'union bancaire d'avoir des banques transnationales et en même temps pas trop grosses. Donc je ne sais pas trop comment on fait. On a une vraie contradiction là. Enfin, en tout cas, il faut choisir. Il faut choisir. Non, mais je suis d'accord. Techniquement, je suis d'accord. Après ça, là où je ne suis pas nécessairement en ligne, c'est le fait de dire, est-ce que la priorité, c'est de gérer ce trop gros pour faire faillite, ou de dire, j'aimerais bien que la banque française prête plus aux Espagnols et l'allemande aux Italiens. Ce qui est une vraie question. Mais ça va aussi nous emmener à la question du financement des souverains, des États membres de l'Union européenne. Parce qu'on est dans un système où, en fait, alors déjà, la réglementation financière dit que si une banque détient de la dette émise par un État, je raisonne zone euro, là, on pourrait regarder ailleurs, elle n'a pas de fonds propres à mettre en face de sa détention d'obligations. Parce que, comme chacun sait, les obligations sont sans risque. Ah bon? Bon, vous aurez compris mon ironie. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un système où, alors, j'ai pas bien revenu ma leçon, de mémoire, il y a un quart de la dette souveraine européenne qui est détenue par les banques commerciales, grosso modo.
j'avais environ un quart à vérifier, mais c'est quand même très significatif. Et ça crée un cercle vicieux entre les États et les banques, par lesquels les banques financent les États et comptent sur les États pour les sauver au cas où ils auraient un problème, y compris si le problème vient du fait que l'État ne peut pas rembourser sa dette. Et donc, tu me prêtes de l'argent et je compte sur toi pour me sauver avec l'argent que je t'ai donné au cas où il y a un problème. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Et ça c'est pas sain. Potentiellement, ça peut être une source de crise financière. On en cherchait tout à l'heure. Je dis pas, je suis pas gourou, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. À chaque fois qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne et de la zone euro voient, pour reprendre le jargon de marché, les spreads s'écarter, autrement dit les taux monter, c'est le cas, on l'a eu plusieurs fois avec les banques italiennes, appelons un chat un chat. On sait que les banques italiennes détiennent massivement la dette de l'État italien. Et si la dette de l'État italien est impactée, on peut avoir un choc sur les banques italiennes qui n'ont pas de fonds propres en face de cette dette. Et puis là, ricocher sur l'ensemble. Donc on a quand même une fragilité inhérente au système. Et c'est vrai, bon, je dis franchement, et c'est normal que Agnès Benesse-Sicquéré dise ce qu'elle dise, mais c'est vrai que chez Finance Watch, dans l'arbitrage entre marché unique européen et stabilité financière, on a tendance à privilégier l'objectif stabilité financière, sachant que les deux sont difficilement compatibles. Oui. Pour rebondir là, et pour, donc sur l'échange qu'il y a eu là entre Agnès et Thierry, on retombe un peu sur ce que je disais. Oui, votre micro. Non, je pense que c'est juste parce que je ne l'ai pas allumé. Voilà. Et donc, je pense que en fait, le gros problème, c'est qu'on n'a pas un backstop public fédéral, en fait. Donc, ce que dit Agnès pourrait être juste, dire qu'on a besoin des banques importantes, grosses, etc. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'elles soient renflouées uniquement par le pays de la maison mère. Il faut que le backstop, il soit fédéral. Et à ce moment-là, on tombe sur des tailles de banques. Autour de cette table, on connaît tous le fameux graphique de Liikanen, dans le rapport Liikanen, où il y a les bâtonnets. En taille absolue, les banques américaines sont à peu près comme les banques européennes, mais si on les rapporte au PIB du pays qui a les renflouer, on se rend compte que les banques américaines, c'est gérable. Et miracle, si on fait l'union bancaire et qu'on ramène la taille de nos banques au PIB européen, ça ressemble finalement au graphique américain, sauf que ça n'a pas de sens vraiment de le rapporter au PIB européen, puisque ce sont toujours en fait les pays de la maison mère qui renflouent. Il y a quand même un fonds de résolution unique qui a été créé depuis le rapport Liikanen. Oui, d'accord, 75 milliards. Et par ailleurs, on attend la finition des signatures pour avoir le backstop du fonds. Oui, non, mais il faut un backstop à la mesure de la taille du mécanisme européen de stabilité qui doit normalement backer le backstop. Oui, vous voyez un peu la complexité de nos... Alors, il y a plein d'autres questions. Il y a quand même un problème de crédibilité institutionnelle, je pense. Alors, il y a plein d'autres questions. Il y en a une très simple. Les interventions publiques comme ligne de défense créent l'aléa moral. Peut-on et comment lutter contre l'aléa moral ? Responsabiliser les acteurs de la finance davantage. Responsabiliser des acteurs de la finance davantage. Enfin, je veux dire, c'est déjà avoir des acteurs plus petits, et je souscris à ce que disait Thierry sur la réduction de la taille des banques, simplement en redéfinissant ce que doit être une banque véritablement. C'est quand même les banques, elles grossissent toujours par les activités de marché, et on les sauve au nom du fait qu'elles gèrent le système de paiement et qu'elles font des crédits aux ménages et aux PME. C'est-à-dire qu'elles grossissent, elles deviennent systémiques par une activité dont, dans le narratif que l'on a, même si je sais, on me dit toujours Lehman, c'était une banque d'investissement, etc. Mais quand même, c'est toute la dualité des banques, c'est qu'on a délégué à des acteurs privés des fonctions qui sont d'ordre public. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le fameux contrat dont parlait, contrat implicite, entre les banques et la Banque centrale, l'accès aux prêts en dernier ressort et le soutien public en cas de défaut. Mais en même temps, quand elles deviennent systémiques...
non, pas la Banque centrale. Excuse-moi. Non. La banque insolvable n'a pas accès aux prêteurs en dernière sorte. Oui, enfin, elle a déjà eu accès quand même. Enfin, elle n'a pas accès. Oui, enfin, ça c'est la théorie quand même. Au moment où il y a eu la crise de 2007-2008, me dis pas qu'aucune des banques qui n'a pas fait faillite parce qu'on les a soutenues n'était pas insolvable. Elles avaient des actifs qui étaient en défaut, mais elles n'étaient pas insolvables, les banques de la zone euro. Ah non, mais là, je crois que tu parlais de la théorie du prêteur en dernier ressort en général. Donc voilà. Bref, peu importe. Mais, donc, alors, une question très précise sans doute pour Agnès. Question avec une réponse, parce que là, il y a plein d'autres questions, donc une réponse courte, mais la question est longue, donc je vais me permettre. Les compagnies d'assurance sont très investies en SCPI, qui elles-mêmes sont très investies en bureaux. Suite au développement du télétravail et à la mise aux normes climatiques, les SCPI cherchent, semble-t-il, vainement à s'alléger en vendant leurs immeubles de bureaux. S'ils n'y arrivent pas, n'aura-t-on pas un effet domino, les compagnies d'assurance ayant l'obligation légale et réglementaire de rembourser leurs souscripteurs sous 2 mois? D'accord, une question très précise. Alors, donc la réponse est, ce sujet a été regardé. En effet, il y a un sujet, ce qu'on appelle l'immobilier commercial. Son prix d'ailleurs a beaucoup plus baissé que l'immobilier résidentiel. Et les compagnies d'assurance, en effet, sont exposées, mais le risque est gérable. Ça n'est pas du tout systémique pour elles. Alors, une question aussi... sur le papier moins technique, mais tout aussi compliqué, est-ce que les crises géopolitiques actuelles ont un impact sur la crise financière? Laurence? Je pense qu'elle pourrait avoir un impact sur la crise financière, notamment, alors je ne dis pas que ça va être demain, notamment parce qu'on a changé un peu les règles du jeu international au moment de la crise en Ukraine. Je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas le faire, mais il y a eu des tabous qui ont sauté un peu, notamment les gels par les banques centrales, notamment de la zone euro, des avoirs de la banque centrale russe. Alors ça s'était fait précédemment pour la banque d'Afghanistan et la banque centrale iranienne, mais bon... l'impact, sincèrement, n'a strictement rien à voir. Et donc, ça, c'est un élément. Il y a eu le fait de les avoir également fait sortir du système SWIFT. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement des règles du jeu international. Ce changement va dans le sens d'une fragmentation financière internationale qui s'ajoute, dans le cas de l'Europe, à une fragmentation financière qui n'a pas été résolue depuis la crise de 2007-2008. Donc, je pense effectivement que tout ça là crée des fragilités. Alors je ne dis pas que c'est de là que ça viendra, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que le facteur géopolitique revient très en force sur les questions de mondialisation en général et d'intégration financière en particulier. Alors, il y a un risque que l'on n'a pas encore abordé, c'est le risque climatique. Est-ce qu'on sous-estime ce risque et notamment l'effet qu'il peut avoir sur les banques? Il y a des stress tests qui ont été faits par notamment la Banque de France. Est-ce que ces stress tests sont suffisamment solides? Est-ce que les hypothèses derrière sont crédibles? Moi, j'aimerais vous entendre, évidemment, tous les deux, Thierry et puis Agnès. Qui commence? Thierry. L'accusation. Je n'accuse personne. J'essaie de raisonner et de demander ce qui est cohérent. Il me semble, je parlais très, très prudemment, que le plus grand risque pour le système financier, c'est le fait que l'économie soit impactée par le changement climatique. C'est le phénomène qu'on évoquait tout à l'heure on est en mars 2020, Covid. Quand l'économie s'arrête, la finance tombe, pour faire simple. Premier temps du raisonnement. Deuxième temps du raisonnement, je lis ce qu'écrivent les climatologues. Il y a les rapports du GIEC et puis d'autres rapports de gens extrêmement sérieux. Il faut garder en tête que les rapports du GIEC, c'est écrit, 1, par des scientifiques, beaucoup de scientifiques, et 2, c'est passé par le filtre de tous les gouvernements du monde. Parce que comme c'est les Nations Unies, etc., on se doute bien, c'est dans la nature des institutions gouvernementales, que si ça passe par le filtre des gouvernements, on a probablement déjà un petit peu modéré les conclusions. Je n'ai pas été voir personnellement, mais ça ne serait pas surprenant, parce que c'est la nature même de cet exercice. Malgré ça, je lis les rapports du GIEC, qui me disent que
à la fin de ce siècle, on aura entre 3,3 et 3,6 milliards d'êtres humains qui vivront dans des zones peu ou prou inhabitables. Ah, on va dire 3,5 milliards d'êtres humains qui vivent dans des zones inhabitables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des migrations massives. Ça fait quoi un être humain quand ça ne peut plus vivre à un endroit? Ça bouge. 3,5 milliards. Montée des océans, sécheresse, lutte pour l'eau, lutte pour l'espace. On a une affirmation des climatologues qui nous disent qu'à 3 degrés de réchauffement, on est, je cite, je peux vous donner les sources, vous le trouvez sur un rapport qu'on a sorti il y a 10 jours, au-delà du catastrophique. À plus 3 degrés, on est au-delà du catastrophique. Et puis après ça, je regarde ce que disent les économistes. On va commencer par le plus prestigieux d'entre eux sur le sujet changement climatique, puisqu'il y a eu un prix Nobel pour avoir étudié le sujet, M. William Nordhaus, qui nous dit que le réchauffement climatique optimal, c'est plus 3 degrés. Alors moi, je ne suis pas très intelligent, mais j'ai un prix Nobel d'économie qui me dit c'est optimal d'avoir plus 3 degrés, et des climatologues qui me disent c'est au-delà du catastrophique. Est-ce qu'on peut se parler, s'il vous plaît, et réconcilier avant même de rentrer dans des débats? Il y en a beaucoup qui sont techniques, voire très techniques, modélisation, est-ce que j'ai le bon modèle, quadratique, exponentiel, logistique. J'aime beaucoup ces débats, mais il y a un débat qui est beaucoup plus important, c'est est-ce qu'on peut, juste en utilisant notre bon sens, réconcilier ces deux approches? Et ce que je vois, c'est que ce risque, j'aime bien l'appeler risque de perturbation en anglais, disruption risk. Autrement dit, que l'économie soit tellement impactée qu'elle soit extrêmement impactée, voire qu'elle s'arrête du fait de ces risques, et donc déstabilise la finance, n'est pour le moment pas ou extrêmement peu pris en compte par les analyses de scénarios, baptisées stress tests climatiques, qui au passage ne sont pas des stress tests. Parce qu'un stress test, ça regarde des hypothèses défavorables et ça arrive à la conclusion de il manque tant de capital à telle institution, donc je vous demande, institution X, Y, Z, d'augmenter votre capital. Ces exercices-là ne font pas ça et ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réfléchir, de faire des estimations, donc le but, ce n'est pas de sauter tout de suite aux conclusions, mais en tout cas, ce ne sont pas des stress tests. Donc là, il y a une petite dissonance entre la réalité du travail fait et la communication. Mais passons sur ce sujet. En tout cas, les stress tests ou les analyses de scénarios qui sont faites ne prennent pas en compte cet impact sur l'économie, ou extrêmement peu. Et ça a des conséquences qui sont, je pense, extrêmement négatives pour les décideurs publics. Parce qu'un décideur public, il doit prendre des décisions. Il regarde le coût de l'inaction, il regarde le coût de l'action. Le coût de l'action, il n'est pas nul, il y a des investissements considérables à faire. Et s'il a des rapports qui lui disent « tu sais quoi, le coût de l'inaction, ça ne fait pas vraiment plaisir, mais il n'est pas si terrible que ça », il ne va pas y avoir les décisions qui doivent être prises. Je prends 2 exemples. Le Financial Stability Board, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, sort une étude disant qu'à plus 4 degrés, l'impact sur les marchés financiers va être compris entre 3 et 10%. Et là, je suis sûr que je n'ai pas besoin de modèle pour savoir qu'il y a un problème. Voilà. Les estimations des banques centrales, je l'ai déjà dit, en fait, reposent aujourd'hui sur des estimations qui, pour un certain nombre de raisons purement techniques, en fait, vont voir un impact très faible sur le PIB, je l'ai déjà dit, et donc, du même coup, vont avoir un impact très faible sur le système financier. L'analyse de scénario conduite par la Banque de France qui sort en 2021, il y en a un autre qui est maintenant en cours, arrive à la conclusion que le risque de crédit pour les institutions financières françaises liées au changement climatique est compris entre 15 et 17 points de base. Bon, quand on a regardé un petit peu de modélisation, 15 et 17 points de base, c'est même pas la marge d'erreur. Donc voilà. Et puis après ça, on regarde les hypothèses. Oui, mais il y a toujours des hypothèses de croissance de l'économie et de stabilité des marchés financiers. Donc forcément, l'impact est faible. Et je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont fait ça, et j'ai eu même l'honneur de participer à un certain nombre de réunions de réflexion sur ces sujets, ce sont des gens, et je ne dis pas ça parce que nous avons avec nous une sous-gouverneure de la Banque de France, sont extrêmement compétents, extrêmement intelligents, et ces exercices sont très utiles, j'insiste, très utiles pour comprendre ce qu'il passe. Par contre, ils ont un défaut que les gens qui les réalisent, qui les font, ne réalisent pas, c'est qu'ils prennent plein de précautions
méthodologiques. Ils expliquent, attention, je n'ai pas pris en compte telle hypothèse, attention, mon modèle a ses limites, je le sais, etc. Mais nos décideurs, à très très haut niveau, lisent des notes de synthèse, ils lisent les conclusions, ils lisent le résumé en 5 lignes et ils disent « tout va bien ». Anecdote très 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 concrète, et on ne va pas partir dans ce pourquoi Finance Watch pouvait plaider à l'époque. Je me souviens d'une réunion avec un député européen à Bruxelles. Finance Watch avait été plaidé pour faire très très bref une augmentation des fonds propres des banques liés au changement climatique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre sujet, je ne rentre pas dans ce débat-là. Et le rapport de la Banque de France sort, et il y a un député européen qui me dit « Mais attendez, monsieur Philipponnat, je ne comprends pas. Vous nous dites qu'il faut augmenter les fonds propres, mais ils ne partez même pas là-dedans, parce qu'il y a un risque. J'ai des gens extrêmement sérieux, la Banque de France, qui me dit 15 points de base, 15 points de base, c'est 0. Donc, sujet suivant, je ne vous écoute même pas. Et vous savez quoi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit la même chose. Donc, soit on dit il y a un risque, et à ce moment-là, on le quantifie, soit on dit il n'y a pas de risque. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet principal. Agnès Benassi-Carré. Bien. Merci. Alors, le point de départ, on est d'accord. Hein, le risque climatique, c'est un risque majeur pour le système financier. Il n'y a aucun doute là-dessus. À quoi fait allusion Thierry Philipponnat, c'est à des stress. Le premier exercice, je dis, c'est un exercice de stress test. Hein. Un exercice pilote de stress test mené entre juillet 2020 et avril 2021 sur 9 groupes bancaires et 15 assureurs qui représentaient grosso modo 80% des bilans, 85% pour les banques et 75% pour les assureurs. Donc c'est représentatif. Il fallait embarquer la profession pour faire ce premier exercice. Et le contrat à l'époque, c'est qu'il n'y aurait pas d'implication pour les contraintes de capitalisation. Et, ce serait un exercice un peu à blanc pour voir comment est-ce qu'on fait les stress tests. Parce que c'est pas immédiat, c'est très compliqué, il faut descendre dans le détail du bilan. Ce qui a été stressé, ce qui a été regardé, c'est le risque de transition pour donc les banques et les assureurs, c'est-à-dire le risque, par exemple, s'ils sont investis dans des sociétés, ils ont prêté à des sociétés d'hydrocarbures, et bien comme ça va disparaître progressivement, il va y avoir des pertes s'ils gardent leurs expositions. Et également pour les assureurs, parce que ça c'est très gros, l'exposition au risque climatique lui-même. On n'a pas regardé l'exposition des banques au risque climatique. C'est les assureurs uniquement au risque physique, donc les inondations, les sécheresses, etc. Et uniquement du côté du passif, c'est-à-dire ce qu'ils devront verser à leurs assurés. Donc effectivement, ce n'était pas complet. Et par ailleurs, il y avait un sujet qui est de l'horizon, puisque c'était un horizon de relativement court terme. Or, on sait que, par exemple, la fonte de la calotte glaciaire, ça pourrait faire monter le niveau de la mer de 6 à 7 mètres, mais c'est à l'horizon de 200 à 300 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, ce n'est pas dans l'horizon qu'on regardait. Donc, ça peut effectivement passer au travers de la maille. Maintenant, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de climatologue à la Banque de France. Donc, on se repose effectivement sur le GIEC et les experts du GIEC, et des gens qui sont réputés dans leur domaine, et avec les fonctions de dommages qui sont acceptées dans le domaine, etc. Donc, cet exercice a évidemment des tas de défauts. Mais la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont trouvé des ordres de grandeur comparables. Et en fait, la France, à relativement court terme, n'est pas tant exposée que ça. C'est ce qui explique aussi l'impact relativement limité sur les bilans. Maintenant, cet exercice est répété. Donc maintenant, avec les nouvelles estimations du GIEC qui sont de pire en pire. Et ultérieurement, il va y avoir des conséquences sur la régulation. Alors peut-être plutôt sur le pilier 2, c'est-à-dire quelque chose qui est plus au cas par cas que sur le pilier 1, mais en fait les choses ne sont pas encore décidées, puisque le but c'est de faire en sorte que le risque que prennent les intermédiaires financiers, que ce soit des banques ou des assurances, est bien couvert. Le but n'est pas de lutter contre le réchauffement climatique, même si on aimerait bien le faire. Le but, c'est de protéger le système financier des deux risques qui sont le risque de transition et le risque physique. Alors sur le risque physique, une dernière chose, il y a le risque chronique
et il y a le risque catastrophique. Donc le risque chronique n'est pas si important que ça en France. Par contre, le risque catastrophique, on a énormément de mal à l'évaluer. Et là, je suis d'accord qu'on peut avoir des scénarios totalement catastrophiques. Mais à ce moment-là, est-ce que le concept même de système financier peut-être est à revoir ? Enfin, on a un petit peu de mal à voir ce que serait l'écosystème économique et financier dans un monde où le PIB aurait diminué de 80%. Enfin, là, on arrive dans des scénarios et conceptuellement, on a du mal à les décrire. Vas-y, Laurence. Laurence. Non, je voudrais juste dire, c'est très symptomatique et en même temps je comprends. Non, parce que les banquiers centraux, c'est normal, ils prennent la question à travers le risque. C'est votre métier, c'est normal. Donc les relations entre finance et climat, les banquiers centraux, les régulateurs, ce qu'ils regardent, c'est en quoi le réchauffement climatique crée des risques sur le système financier, sans voir qu'en réalité, même s'ils le voient, c'est pas, voilà, ils pensent que ça outrepasse probablement leur mandat, sans voir qu'en réalité, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, bien sûr, le réchauffement climatique induit des risques pour la finance, mais la finance telle qu'elle est aujourd'hui, si on ne la réglemente pas d'une manière qui est plus pro-climat. Et donc, si on n'abandonne pas un certain nombre de doctrines et si, donc, du coup, on est quand même très intrusif dans les réglementations, elles réchauffent la planète. C'est pas juste le climat qui représente un risque pour la finance. La finance est un risque majeur pour la planète. Pourquoi ? Parce qu'on peut financer tout le vert qu'on veut, tant qu'on continuera à financer, par exemple, de nouveaux projets de prospection, alors que le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale nous disent plus une seule prospection, parce que même si on exploite ce qui déjà a été prospecté, on est sur une trajectoire où 74% de la population en 2100 vivront 20 jours par an dans des conditions qui sont mortelles pour l'homme, du fait de la chaleur et de l'humidité combinée. Ben voilà, donc je comprends bien la difficulté qu'il y a pour les banques centrales et pour les régulateurs à basculer dans ce monde où on leur demande de s'intéresser à l'autre volet du cercle vicieux, mais on s'en sortira pas si la finance n'est pas embarquée. Agnès vous répond. Alors, premièrement, une fois que les stress tests auront des conséquences sur les contraintes qu'on impose aux banques, il y aura un impact. Et deuxièmement, il n'y a pas que ça. Dans l'attirail de ce que font les banques centrales, elles font... donc la chose majeure qui va se passer dans les années à venir, c'est les plans de transition. Donc les banques vont devoir publier leurs plans de transition et montrer en quoi elles sont compatibles avec l'accord de Paris. Les entreprises, d'ailleurs toutes les entreprises, au-delà d'un certain seuil qui est assez bas, vont devoir aussi publier des plans de transition. La Banque de France commence son exercice pour essayer de fournir un indicateur climat pour les PME, de la même manière qu'elle fournit une note financière aux entreprises. Et par ailleurs, en tant qu'entreprise financière, finalement, la Banque de France et les autres banques centrales verdissent leur portefeuille. Et il y a des réflexions en cours sur la politique monétaire, le collatéral, etc. C'est sur tous les instruments. Mais faire croire que les banques centrales vont pouvoir se substituer au gouvernement pour prendre les décisions désagréables sur la tarification carbone, là, je pense qu'on excède. Vous voulez rajouter quelque chose ? Le point que je voulais faire qui peut-être va réconcilier... Alors, ça sera le mot de la fin si vous êtes réconciliés. Mais absolument. Le métier d'un financier, c'est de mettre un prix sur un risque. Le problème, en sous-évaluant les risques, et je vais vous donner une illustration très très concrète de la façon dont les risques aujourd'hui sont sous-évalués, c'est qu'on ne met pas le bon prix. Donc je me mets dans une logique purement risque. Je me moque de l'avenir de la planète. Et je me mets dans une logique purement, on va appeler ça libérale, capitaliste, comme vous voulez, qui est... Quand j'alloue du capital, je veux que ma rentabilité rémunère mon risque. Vous voyez que je suis dans le classique. Aujourd'hui, on a une réglementation bancaire qui, en niveau moyen, alors il y a des pondérations de risque dans la réglementation bancaire, la base c'est 100% des exigences en capital. Puis après ça, on peut demander plus, on peut demander moins. La réglementation bancaire nous dit... Si le risque est particulièrement élevé, mettez une pondération en capital de 150%. Donc 150% de 8, ça fait 12% de capital, etc. Aujourd'hui, quand une banque, l'immense majorité des prêts bancaires au monde pétrolier, et gazier et charbonnier, c'est des pondérations quelque part entre 20 et 50%. Donc on a des exigences en capital concrètes, d'accord, qui sont un quart de ce que la norme de Bâle demande, et
encore plus, si on demande à la réglementation d'être en cohérence avec elle-même, on devrait être à 150. Donc voilà, je m'arrête, je ne répète pas les chiffres. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est qu'en sous-estimant le risque, de facto, on subventionne en permettant d'allouer le capital à un prix subventionné. Et ça, c'est une recette pour cumuler demain une crise financière, une nouvelle crise financière, en plus de la crise climatique. Et ça, c'est quand même pas simple. Un dernier mot chacune. Juste le dernier mot, c'est que je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit, mais l'immense difficulté, c'est que la culture du risque qu'on a, c'est une culture d'un risque quantifié sur la base des données du passé. Et là, on est face à des risques pour lesquels on ne peut pas utiliser les données du passé. Donc la question est, est-ce qu'on doit utiliser un principe de précaution généralisée parce que le temps est irréversible. Les erreurs de choix qu'on fait aujourd'hui, on ne pourra pas les corriger, contrairement à une erreur de politique monétaire, à une erreur de politique prudentielle, etc. Donc, je pense que le principe de prudence devrait être évidemment de s'appuyer beaucoup plus sur les travaux des scientifiques du climat, de l'Agence internationale de l'énergie, etc., qui nous disent plus de prospection. Et à ce moment-là, si les scientifiques nous disent ça, on avait une table ronde, il faut que ce soit concrètement inséré dans la réglementation pour pénaliser très fortement notamment toutes les nouvelles expositions, parce que là aussi c'est irréversible. Quand on a investi massivement sur un projet d'extraction, je parle en Ouganda pour dire ça nous lie pendant des dizaines d'années. Donc ça veut dire que ça nous empêche concrètement de réussir la transition. Agnès, un dernier mot. Alors, je suis d'accord avec Thierry Philippona sur le fait qu'il faut mettre un prix sur un risque. Et c'est des choses qui sont en cours. Alors, ça va passer vite, mais c'est des choses qui sont en cours. Ça ça pose d'énormes problèmes opérationnels parce qu'une entreprise peut faire et de l'éolien et de la prospection pétrolière. Or, c'est une action d'entreprise, donc on ne peut pas... ça pose d'énormes problèmes, mais c'est des sujets qui nous occupent énormément. Maintenant, je voudrais quand même pondérer ce que vient de dire Laurence. Ce serait un peu contradictoire de stopper le financement, des hydrocarbures et en même temps de laisser, de ne pas modifier la fiscalité carbone. Je pense que c'est au niveau du... In fine, c'est quand même la consommation qui doit changer. Et donc, une fois qu'il n'y aura plus de clients pour l'essence, il n'y aura plus de production d'essence. Il est 15h31. On aurait pu rester encore une heure juste sur cette question-là. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi beaucoup à Jacques de la Rosière qui était parmi nous aussi en pensée. Et à bientôt. Au revoir.